Allez, soyons honnêtes. Qui n'a jamais assisté à une réunion qui part complètement en vrille? Vous savez, ces moments où soit le silence est assourdissant, soit au contraire, il n'y a qu'une seule personne qui parle. Eh bien aujourd'hui, on plonge au cœur de ce qu'on pourrait appeler le creuset du facilitateur. Ce sont tous ces moments de tension qui finalement peuvent soit faire échouer une session, soit la transformer en une expérience hyper productive. La question, elle a l'air simple comme ça, n'est-ce pas? Mais en réalité, les réponses sont tous sauf évidentes. C'est quoi le plus dur? Gérer les personnalités un peu dominantes, réussir à faire participer les plus timides, ou tout simplement ce silence un peu gênant quand on attend que quelqu'un se lance? Ces défis, on les a tous déjà vécus, que l'on soit animateur ou simple participant. Pour creuser un peu tout ça, on va s'appuyer sur un guide vraiment fascinant. Il a été conçu à la base pour les animateurs de groupes d'analyse de pratiques professionnelles, ou APP. Pour faire simple, ce sont des sessions où des professionnels se retrouvent pour décortiquer ensemble leurs problèmes de boulot. Et les situations délicates qu'ils y rencontrent, croyez-moi, c'est une mine d'or pour quiconque doit animer un groupe, quel qu'il soit. Alors, on commence par la base de la base. Avant même de parler du contenu, le tout premier défi, c'est l'engagement. Comment est-ce qu'on s'assure que tout le monde est vraiment là? C'est-à-dire présent, physiquement, mais aussi mentalement. La source met en avant 3 obstacles qu'on connaît tous, mais alors tous trop bien. D'abord, les arrivées en retard. Ensuite, les smartphones qui vibrent et qui attirent l'œil sous la table. Et enfin, ce fameux silence de départ, un peu lourd, où tout le monde se regarde en chien de faïence en attendant de voir qui osera parler le premier. Imaginez la scène. La réunion a démarré et là, quelqu'un arrive avec 10 minutes de retard. Ou alors, on voit un participant qui pianote discrètement sur son téléphone. Ces gestes, même s'ils ne sont pas mal intentionnés, ils créent une sorte de fissure dans la bulle de concentration du groupe. La confiance érode un peu, l'énergie chute. Et l'animateur, lui, se retrouve face à un vrai dilemme. Est-ce que j'interviens au risque de mettre la personne mal à l'aise, ou est-ce que je laisse faire au risque de perdre tout le groupe? Et puis, il y a le problème totalement inverse, le silence, le grand vide. Le groupe est là, mais personne n'ose se lancer, personne ne propose de sujet. C'est là que le rôle de l'animateur est absolument crucial. Il ne s'agit pas juste de poser des questions, non. Il s'agit de tisser une sorte de filet de sécurité psychologique, de créer un espace où on se sent suffisamment en confiance pour partager une difficulté sans avoir peur d'être jugé. Un endroit où la vulnérabilité est vue comme une force. Passons maintenant à un autre grand classique, les dynamiques de groupe. Comment fait-on pour équilibrer les voix quand on a des personnalités si différentes dans une même pièce? Ah, ça, c'est tout un art. Cette image, elle résume parfaitement le casse-tête du facilitateur. D'un côté, on a celui ou celle qui monopolise la parole, souvent plein de bonnes idées, mais qui, sans le vouloir, étouffe les autres. Et de l'autre côté, on a les participants silencieux. L'objectif, c'est de trouver le juste milieu. Il faut réussir à donner de l'espace à chacun, sans pour autant casser l'enthousiasme des uns, ni forcer les autres à parler s'ils n'en ont pas envie. Ah, voilà un piège subtil, mais tellement courant. La discussion se transforme en une sorte de match de ping-pong. Un participant parle à l'animateur lui répond. Puis un autre participant parle à l'animateur, et ainsi de suite. Le groupe n'échange plus vraiment, il répond juste à tour de rôle. Et ça, c'est l'exact opposé de l'intelligence collective qu'on essaie de créer. Alors, comment on sort de ce piège? Il y a une petite technique en 3 temps qui est simple mais terriblement efficace. Étape 1, on valide. On accuse réception de ce qui a été dit, genre « Ok, je vois ». Étape 2, on reformule pour être sûr que tout le monde a compris. Et l'étape 3, la plus importante, on renvoie la balle. On redirige la question vers le reste du groupe. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça résonne pour les autres? C'est une façon très élégante de passer du rôle de centre de l'attention à celui de chef d'orchestre. Bon, maintenant, on entre dans la zone la plus complexe pour un facilitateur. C'est la gestion des émotions intenses, ces moments où le personnel fait irruption, sans prévenir, dans l'espace professionnel. La source décrit la scène avec une force assez désarmante. Imaginez, en plein milieu d'un échange, une personne éclate en sanglots. Instantanément, l'atmosphère de la pièce change. Le temps s'arrête et tous les regards se tournent vers l'animateur. La question qui flotte dans l'air, c'est « On fait quoi maintenant ?» Là, l'animateur marche vraiment sur une corde raide. La priorité est double. D'un côté, il faut accueillir l'émotion de la personne avec beaucoup de bienveillance, s'assurer qu'elle se sent en sécurité, mais de l'autre, il faut aussi protéger le groupe et le cadre de la session. Il faut offrir un soutien qui soit humain, sans jamais laisser la session dériver vers une sorte de thérapie de groupe. C'est un équilibre super délicat, mais il est fondamental. Et justement, cette idée de maintenir le cadre, de protéger les frontières, ça nous amène directement à notre 4e point. Parce qu'au-delà de la gestion des émotions, le rôle premier de l'animateur, c'est d'être le gardien du cadre, de protéger l'objectif pour lequel le groupe s'est réuni au départ.
L'exemple qui est donné dans la source est très parlant. Un participant insiste pour parler d'une situation qui vient de sa vie personnelle. Humainement, on peut tout à fait comprendre sa demande. Mais pour le groupe, c'est une déviation qui menace directement l'objectif de la session. L'animateur doit alors intervenir non pas comme un juge, mais vraiment comme le gardien des règles du jeu que tout le monde a acceptées au début. Et c'est là que le mandat du groupe est absolument essentiel. Dans le cas d'une APP, le but est très clair. On analyse des situations de travail pour progresser ensemble. Donc un sujet personnel, même s'il est très touchant, est par définition hors jeu. Tout le talent de l'animateur, c'est de réussir à reconnaître la validité de l'émotion, tout en réorientant la discussion, avec tact mais fermeté, vers l'objectif commun du groupe. Bon, après avoir vu tous ces scénarios un peu compliqués, qu'est-ce que ça nous dit sur la véritable nature du rôle de facilitateur? Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, être un bon animateur de groupe? Cette synthèse, elle est très éclairante. On voit bien que le facilitateur est beaucoup, beaucoup plus qu'un simple modérateur. C'est à la fois un gardien du cadre et du temps, un garant d'un espace où on se sent en sécurité et respecté. C'est aussi un équilibreur qui gère les temps de parole, un gestionnaire de l'énergie collective. Et peut-être le plus important, il est un modèle d'écoute et de questionnement. C'est sa posture qui incarne et qui protège l'intelligence du groupe. Et pour finir, une question qui invite à la réflexion. Pour quiconque se trouve en position de leader, lequel de ces défis résonne le plus avec sa propre expérience? Et surtout, est-ce que le fait de prendre en compte tous ces aspects humains ne change pas complètement notre définition d'une réunion réussie? Peut-être que le vrai succès, finalement, il ne se mesure pas juste au nombre de points qui ont été cochés sur l'ordre du jour, mais plutôt à la qualité de la connexion et de la confiance qui ont été construites pendant le processus.